L'IMAT. La création des grands réseaux européens est une affaire très active durant la première moitié du XIXe siècle. Et la Suisse ne peut rester à l'écart du mouvement. Voulant maintenir sa position de plaque tournante de l'Europe, acquise depuis des siècles par le trafic routier. Mais avec la LIMAT de la ligne Zurich-Baden, l'innovation technique est présente, autant que la volonté purement économique. Les idées de Norris. La LIMAT est la première locomotive suisse, mais elle est d'ascendance américaine, ce qui d'ailleurs se voit immédiatement pour l'œil du connaisseur. Avec son bogie avant, c'est bien le type même de la locomotive américaine de la première moitié du XIXe siècle. C'est William Norris qui popularise et exporte ce type de locomotive. Norris est prêt à tout pour faire fortune et il passe rapidement de la vente de draps à celle des locomotives, le marché du voyage semblant infiniment plus prometteur. En 1836, la première série de 7 locomotives sort des ateliers et Norris en assure la promotion auprès des compagnies qui commencent à se constituer. Ces locomotives réunissent ce qui se fait de mieux à l'époque, une longue chaudière avec un foyer disposé à l'arrière de l'unique essieu moteur et assurant ainsi une adhérence maximale à ce dernier. À l'avant, 2 cylindres inclinés, presque horizontaux, et surtout le bogie avant qui roule mieux sur les voies américaines, posé en hâte et inscrit mieux la locomotive en courbe. Bavaria. Le concours du Semmering est bien l'acte de naissance de la locomotive puissante pour train de marchandises lourds, même s'il s'agit d'abord de mettre au point des locomotives pour forte rampe. En effet, le Semmering est bien le concours de la puissance, et la puissance seule permettra de développer le transport des marchandises par centaines de tonnes. La Bavaria tente sa chance. Vienne veut sa mère. Au milieu du XIXe siècle, Vienne est l'éblouissante capitale d'un grand empire, l'Autriche-Hongrie. Et cet empire a voulu et obtenu son débouché sur une mer, avec la possession de provinces situées en Italie du Nord, comme la Vénétie, l'Illyrie, l'Istrie et surtout avec Trieste,
port libre depuis 1719. Même si la paix de Vienne en 1866 imposera la perte de la Vénétie, l'Autriche-Hongrie, durant les années 1850 et 1860, fait un maximum pour asseoir sa prépondérance dans cette région et assurer son débouché en Méditerranée. Mais pour cela, il faut une ligne de chemin de fer à grand débit et le franchissement des montagnes, les Alpes, séparant l'Autriche de la Méditerranée, est manifestement impossible aux petites locomotives de l'époque, si on les met en tête de trains lourds. On construit avec optimisme la ligne passant par le col du Semmering, en attendant de mettre au point les locomotives qui pourront faire face aux défis. Toes, construite en 1854 par Maffei de Munich, cette locomotive fut l'une des premières à circuler en Suisse, ceci sur le réseau du Nordostbahn. Elle est caractéristique d'une époque et d'une technique de construction particulière, à laquelle on donne parfois le nom de Norris européenne. William Norris, businessman. Cet Américain construit des locomotives à partir de 1834, ayant réalisé très tôt que ses concitoyens n'étaient pas disposés à perdre du temps et de l'argent dans l'établissement de voies parfaitement planes et alignées. Il comprit qu'il fallait proposer des locomotives aptes à tout faire, même sur les voies les plus mauvaises. Bref, il mit au point la locomotive tout-terrain, dont le secret est la présence d'un bogie à l'avant au lieu d'un essieu porteur rigide et d'un unique essieu moteur arrière. Géométriquement, dans la mesure où le bogie avant est entièrement libre d'osciller et de pivoter, la locomotive repose sur 3 points. Chaque roue arrière est le pivot du bogie. Reposant sur 3 points, la locomotive accepte toutes les inégalités de la voie sans dérailler. L'une des locomotives Norris, la George Washington, est même capable d'aller remplacer directement un funiculaire sur sa forte rampe de 70 pour 1000 et d'y remorquer un train de 14 tonnes. Norris sait bien faire sa publicité et saura exporter ses locomotives non seulement dans l'ensemble des États-Unis, mais jusqu'en Angleterre, le pays où est née la locomotive, et dans le reste de l'Europe. En 1840, sur les 135 locomotives Norris ayant été construites, 41 ont été exportées. 220 du Delaware, Lackawanna et Western. Une bien classique locomotive 220 des débuts de l'aventure ferroviaire américaine, dira-t-on au premier coup d'œil. Oui, mais cette locomotive comporte en elle une curiosité qui n'est pas du tout évidente. Son écartement. Peu de gens savent, en effet, que les premiers chemins de fer furent loin d'avoir un écartement standard. Et c'est ce qui contribua à la défaite des États du Sud lors de la guerre de sécession. Les problèmes des sudistes. Les États confédérés ont des écartements différents, variant même d'une compagnie à une autre à l'intérieur d'un même État,
Ceci faute d'une politique nationale cohérente de standardisation, d'une perception de la valeur économique des chemins de fer, d'une volonté de s'industrialiser. Ce sont des initiatives individuelles, des volontés locales, des entreprises à court terme qui décident des lignes. Ainsi, le réseau du Lackawanna utilisera-t-il la voie de 6 pieds ou 1829 mm, ce qui est donc l'écartement de notre locomotive type 220, illustré dans ce film. Mais la compagnie du Louisville et Nashville utilise des lignes en écartement de 6 pieds ou 1829 mm et de 5 pieds ou 1524 mm, soit 2 écartements pour une même compagnie qui conserve d'ailleurs ce lourd handicap jusque vers 1885. D'autres compagnies ont adopté l'écartement standard de 1435 mm comme le Southern. Enfin, il se construit des lignes en écartement de 914 mm, principalement pour l'exploitation forestière ou agricole. Lorsque la guerre de sécession éclata, les états-majors de l'armée sudiste se heurtèrent très vite à d'insurmontables difficultés pour l'acheminement des troupes ou les mouvements stratégiques. Un Romont. Cette locomotive à la curieuse forme due à son réservoir en saddle tank fut mise en service pour la montée des dures rampes de la ligne Lausanne-Fribourg-Berne, qui se situait notamment entre Romont et Bulle. La recherche du poids adhérent sur les roues motrices était la doctrine de l'époque, d'où le réservoir sur la chaudière. La locomotive tendeur est la Suisse. La Suisse est un pays où les distances sont réduites et les ingénieurs de ce pays ont été très souvent incités en conséquence à choisir des locomotives tenders pour le grand nombre de courtes lignes formant le réseau helvétique. En effet, le tender séparé ne se justifie que pour les distances de l'ordre de 150 à 250 km et il constitue un important poids mort. En outre, ce poids est totalement perdu pour ce qui est du poids adhérent de la locomotive. Le tender est un véhicule de plus à traîner, faisant partie, au sens propre du terme, puisqu'il est traîné du train qui suit la locomotive. Pourtant, évidemment, le tender fait partie techniquement de la locomotive, qui l'accompagne en permanence. La locomotive tender porte sur elle ses réserves d'eau et de charbon, ce qui est toujours cela de gagner en poids supplémentaire, nécessaire pour augmenter l'adhérence des roues motrices sur le rail. Le seul inconvénient de la locomotive tender est sa faible autonomie, mais pour les courtes lignes, elle est suffisante. Type 28. À la voir, on pourrait se demander en quoi cette locomotive présente quelque intérêt, car elle est d'un type très répandu durant la seconde moitié du XIXe siècle, pour la traction des trains de marchandises européens. Elle allait pourtant révolutionner l'histoire de la locomotive à vapeur grâce à son foyer signé de l'ingénieur belge Belpaire. Le type 030 à tendeur séparé
La locomotive à 3 essieux et à tenders séparés est très répandue sur l'ensemble des réseaux européens durant la seconde moitié du XIXe siècle, qu'il s'agisse des Bourbonnais, des Mammouth, des Polonceau françaises, des DX Goods ou des Rambotham anglaises, des groupes 315 italiennes, etc., etc. Issues des premières locomotives pour train de marchandises de Stephenson, ces machines sont à la fois très classiques, très simples, et les compagnies ont choisi en elles la fiabilité plus que les performances. Beaucoup d'entre elles sont à cylindre intérieur, disposés à l'avant du châssis entre les longerons, tandis que celles à cylindre extérieur marquent le début d'une course à la puissance nécessitée par l'accroissement du poids des trains. De plus, on demande à ces locomotives, obscures servantes de l'industrie, de brûler le charbon de la qualité la plus courante, laissant aux machines de vitesse pour trains de voyageurs le charbon fin et à haut pouvoir calorifique indispensable à ces sportives délicates. Consolidation du Lehigh Valley. Un véritable percheron du chemin de fer américain, le type Consolidation ou 140 est la locomotive la plus répandue sur ce réseau, avec 21 000 machines construites, sans compter les 12 000 autres exportées principalement en Amérique du Sud. Ce type de locomotive tire l'ensemble des trains de marchandises du continent américain durant la seconde moitié du XIXe siècle. Une consolidation financière. Lorsque l'ingénieur Alexander Mitchell dessine la première locomotive du type 140 pour la firme Baldwin, qui la livrera au réseau du Lehigh and Mahoning, il ne sait sans doute pas encore qu'il dessine ce qui sera le type même de la locomotive pour train de marchandises pour plusieurs décennies. Et la consolidation envahira non seulement le continent américain, du nord au sud, mais aussi l'Europe, lors de la Première Guerre mondiale, dans le sillage des troupes américaines. Le nom de consolidation vient du fait que la compagnie du Lehigh and Mahoning, à l'époque où la locomotive est livrée, est en faillite et trouve une consolidation avec de nouveaux appuis et en prenant le nom de Lehigh Valley Railroad. C'est donc la locomotive de la consolidation financière de l'entreprise. A single driver. Arbitre des élégances ferroviaires, ultime développement anachronique d'un type dépassé depuis longtemps, la single driver, ou machine à roue libre, est en 1870 la locomotive pour train rapide des réseaux anglais. Elle a de l'allure, du chic, bref, elle est very British, dans le moindre détail. Pourtant, cette fascinante machine détonne complètement dans le paysage ferroviaire de l'époque. La machine à roue libre. Une locomotive à roue libre est une locomotive à un seul essieu moteur, donc sans roue couplée par bielle. Le terme anglais de single driver ne veut pas dire un seul conducteur. Le mot driver, en effet, signifie aussi roue motrice.
Certes, la présence de roues couplées permet d'augmenter l'effort de traction et d'éviter les patinages au démarrage, et c'est pourquoi, à partir du milieu du XIXe siècle, les réseaux abandonnèrent la locomotive à essieu moteur unique ou à roue libre pour les machines de type 120, 121, 220. Mais très vite, les ingénieurs découvrirent un grave inconvénient. La rotation des longues bielles d'accouplement créait des mouvements parasites de lacets ou de roulis très dangereux à certaines vitesses critiques. Il fallut y remédier par des contrepoids tout en allégeant les bielles, en recalculant les contraintes mécaniques. C'est pourquoi certains ingénieurs, notamment anglais, restent fidèles à la machine à roue libre pour le service des trains très rapides et légers. Visno Rigiban. La montagne du Rigi domine le lac des 4 cantons d'une hauteur de 1797 mètres. Elle donne un point de vue incomparable sur plusieurs lacs suisses et le spectacle du lever du soleil se voulait, au XIXe siècle, l'apothéose des sensations romantiques, d'où la construction d'un train à crémaillère pour véhiculer poètes et âmes sensibles. Le nouveau système de Reichenbach. Le 12 mars 1862, un ingénieur suisse, Nicolas Reichenbach, dépose un brevet décrivant un nouveau système de voies et de locomotives destiné au franchissement des montagnes. C'est la crémaillère, dont il n'est certes pas l'inventeur, puisqu'en 1811, l'anglais Blenkinsopp y avait déjà songé par crainte de voir les locomotives patiner même sur des voies tout à fait classiques, posées sur un sol plat. Mais Reichenbach saura non seulement se battre pour son brevet, pour le faire connaître, mais aussi saura saisir l'opportunité offerte par le tourisme en montagne pour imposer son système. Shimbashi Yokohama. La première ligne japonaise reliant Tokyo à Yokohama est ouverte en 1872. Né en Angleterre un demi-siècle plus tôt, le chemin de fer arrive enfin à l'autre bout du monde et des ingénieurs anglais viennent de terminer la ligne. La première locomotive à vapeur à rouler sur le sol de l'Empire du Soleil levant est une modeste locomotive tendeur type 120. Le Japon s'ouvre au chemin de fer. À la fin du XIXe siècle, le Japon s'ouvre au monde occidental et à l'industrialisation. Il faut des chemins de fer, au moins autant pour affirmer l'image de marque que l'empereur veut donner de son pays, que pour assurer des transports qui, il faut le dire, sont encore très restreints. Les voyageurs occidentaux de l'époque notent que les Japonais consomment très peu, ne mangent que du riz et du poisson, ce qui se trouve partout au Japon et n'engendre aucun transport à distance, se contentent de si peu, en matière d'habitation, qu'aucun transport en masse de matériaux de construction n'est à prévoir. En revanche, le Japonais est décrit à l'époque comme un grand voyageur. L'Angleterre, comme l'Allemagne, ensuite, ne manque pas de déceler habilement cette possibilité d'un marché offert et de pousser l'empereur à construire des lignes de chemin de fer pour le transport des voyageurs. Terrier.
Quand il dessine des locomotives, Strudley est l'homme des élégances. Pour le London, Brighton and South Coast Railways, en 1872, il conçoit cette série de petites locomotives tendeurs pour trains de banlieue, dont la simplicité et l'équilibre des lignes, soulignés par une esquisse peinture orange vif, font d'elle le must de la banlieue sud londonienne. La petite locomotive, la solution universelle. C'est ce que pensent la plupart des ingénieurs des chemins de fer britanniques, non seulement durant le XIXe siècle, mais aussi durant une bonne partie du siècle suivant. Facile de conduite et d'entretien, peu destructrice pour les voies, s'inscrivant avec aisance dans les courbes et contre-courbes des lignes anglaises, tracées, c'est vrai, en contournant la moindre propriété, la petite locomotive rencontre tous les suffrages des compagnies. Et si d'aventure un train est lourd, il suffit de doubler, voire de tripler le nombre de locomotives. On ajuste ainsi parfaitement la force de traction au poids du train. Au contraire, une grosse locomotive risque d'être sous-employée, sans compter les dégâts commis aux voies et le refus des courbes à faible rayon. Pour les trains de banlieue, la petite locomotive tendère est la solution. Portant sur elle son charbon et son eau, elle est donc à adhérence totale. Et ses roues motrices, bien lestées par le supplément de poids, assurent des démarrages énergiques sans patinage. Weipert. Dans le domaine de la construction de locomotives à vapeur, la fin du XIXe siècle est très active sur les réseaux allemands. Beaucoup de petites compagnies conçoivent elles-mêmes un matériel approprié qui donnera un parc de matériel roulant extrêmement hétérogène, dont l'unification posera bien des problèmes à la création de l'Allemagne. L'État de Saxe, par exemple, conçoit de curieuses 120 qui ne conviennent qu'à son réseau. Le problème de l'empattement. Les ingénieurs des réseaux de chemin de fer se heurtent à un double problème insoluble en matière de conception de locomotives à vapeur. L'inscription en courbe et le guidage. L'inscription en courbe demande des machines courtes et dont les essieux sont rapprochés le plus possible, donnant ce que l'on appelle un faible empattement. Mais une machine à faible empattement est instable sur la voie. Les mouvements alternatifs des pistons et des bielles provoquent en effet un mouvement de lacet, et plus la machine est courte, plus elle est sensible à ce mouvement, du fait des jeux nécessaires entre les boudins de guidage, des roues et les rails. L'idéal est donc d'allonger la locomotive et d'en augmenter l'empattement, c'est-à-dire d'augmenter la distance séparant le premier essieu du dernier. Mais dans ce cas, la locomotive s'inscrit mal en courbe à faible rayon, étant raide pour la voie et la faisant souffrir, tendant même à en écarter les rails. Les ingénieurs trouvent des compromis comme le bicelle ou le bogie avant, des essieux à jeux latéraux, des essieux à orientation radiale. Mais comme tous les compromis, aucun n'est satisfaisant. Les ferlies péruviennes. Escalader les montagnes, c'est bien le problème crucial posé aux ingénieurs des chemins de fer du Pérou lorsque les lignes sont construites à la fin du XIXe siècle dans ce très beau pays d'Amérique du Sud. Une locomotive construite par l'Avonside Company en Angleterre peut relever le défi, car elle est du type Fairley, une disposition pour le moins originale.
La locomotive Fairlie. On construit beaucoup de lignes jusque dans des pays à faible niveau de vie à la fin du XIXe siècle, quand le chemin de fer connaît une expansion sans précédent. Mais pour ces pays, comme ceux de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, les dépenses pour l'établissement des voies doivent être limitées, ce qui donne des faibles charges par essieu. Or, quand il y a des montagnes, il faut des locomotives puissantes, donc lourdes, pour la remorque des trains sur des fortes rampes. Divers ingénieurs essaient de trouver des solutions pour la mise au point de locomotives à la fois puissantes, mais à faible poids paresseux. L'anglais Robert Fairlie est du nombre. S'inspirant de la Surrey, une des locomotives du concours du Semmering, il conçoit une locomotive à foyer unique alimentant 2 chaudières situées de part et d'autre. Ces 2 chaudières fournissant la vapeur à 2 ensembles moteurs complets indépendants. Roulant à la manière d'un wagon sur des bogies, cette locomotive est parfaite pour les lignes à tracé sinueux et courbes de faible rayon. Et les premiers modèles essayés sur la ligne du Festiniog au pays de Galles sont un succès. Ayant un solide sens de la publicité, Fairlie vend ses locomotives dans le monde entier, surtout au Pérou et au Mexique.